Eh bien on est qu'au deuxième Grand Prix de la saison, mais je l'ai déjà trouvé plus qu'intéressant, que ce soit au niveau pilotage, performance, mais aussi de la FIA, mais techniquement on a une photographie plutôt claire qui est en train de se dessiner, non? Bienvenue dans Track Walk, le format où on fait le tour de piste des Grands Prix de Formule 1. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Jeddah, que j'ai trouvé tout aussi intéressant, voire même plus que le Grand Prix de Bahreïn, avec des tentatives stratégiques, mais aussi des batailles un peu partout en début de Grand Prix. Je dois l'admettre que la safety car a un peu assagé toute la course en deuxième partie. On va commencer avec Ferrari parce que pour le coup, il y a matière à discussion. On va commencer avec le négatif. Le week-end ne commençait pas très bien chez les Rouges, avec des problèmes ressentis chez Charles Leclerc au moment des essais libres. On sait que Ferrari a pris peur après l'abandon de Charles à Bahreïn lié à sa batterie qui lui a rendu l'âme, alors que ce n'était que le premier Grand Prix de la saison, et c'était déjà sa deuxième unité. Cela a donc résulté en 10 places de pénalité sur la grille pour le monégasque, avec une nouvelle unité de contrôle électrique, mais aussi un changement d'unité de puissance pour les deux voitures. Alors le problème de Leclerc à Bahreïn était lié à une erreur humaine, liée à un mauvais branchement au sein de la batterie, ce qui a un petit peu rassuré Ferrari, mais ça a fait quand même planer le doute de la fiabilité dès le début de saison. Au final, cette peur s'est accentuée avec les soucis relevés par Charles au début des essais libres, mais au final, rien à déclarer de ce côté-là. Il faut d'ailleurs qu'on parle de l'ingénieur de Charles Leclerc. Il était complètement à l'ouest tout du long du week-end, à donner des informations à Charles bien trop tard, résultant parfois en des moments assez dangereux. Ça laisse Charles à l'aveugle à certains moments cruciaux, notamment quand il doit faire un tour rapide ou que le trafic arrive sur lui. On l'a vu, Charles a été plus qu'agacé au moment de la course, et c'est normal, il lui a dit d'une manière très nette et précise que là il fallait arrêter, c'était trop, et qu'il fallait se reprendre. Abandon le positif dorénavant, parce qu'il y en a, mais on va le nuancer quand même un petit peu si vous le voulez bien. Leclerc arrive dès la qualification à extraire tout le potentiel de sa SF23 et réussit à la positionner P2 à 1 dixième et demi de Sergio Pérez. Alors bien sûr, c'est lié au problème de Verstappen dont on va reparler un petit peu plus tard, mais ça montre que la Ferrari a quand même du potentiel, ça reste toujours en qualif, tel qu'on avait pu le voir déjà à Bahreïn. Mais là où le potentiel se confirme, c'est quand Charles remonte de la P12 jusqu'à la P6 juste avec son relais de soft. Il le fait avec une certaine facilité, on voit qu'il n'y a pas une grande dégradation sur les gommes, donc c'était que du bon pour Charles. En plus, il nous sort un magnifique dépassement sur Pierre Gasly au tour 6, où Pierre se décale afin de défendre l'intérieur du virage 1, et Charles en profite à ce moment-là pour se redécaler, prendre l'aspiration d'Hamilton qui était devant. Alors associé au DRS plus l'aspiration, c'était le move parfait pour perdre le moins de temps possible et se mettre directement au contact d'Hamilton derrière. Plus à l'avant, Ferrari appelle Sainz au stand, en sachant pertinemment que ça allait être montré sur la diffusion internationale, qui a pour but de faire rentrer Stroll pour couvrir l'arrêt de Sainz, mais finalement il n'en est rien, c'était un bluff total. Ferrari continue, et c'est un move qu'on avait déjà vu l'année dernière par eux, et ça c'était joli. Stroll s'arrête donc à la fin du tour 13, Sainz couvre 2 tours plus tard et réussit l'overcut en ressortant devant Stroll qui était coincé dans le trafic. On arrête alors Charles le tour d'après au tour 16 afin de lui mettre des gommes dures, et là c'est tout bon pour Ferrari, il ressort devant Stroll, mais derrière Sainz, ça reste néanmoins une réussite stratégique pour Ferrari. Mais alors qui voilà arrêté au virage 13 à un certain moment? Eh bien oui, c'est notre cher Lance Stroll qui malheureusement vient causer la seule safety car de la course. On est en droit de se poser la question de l'intérêt d'une safety car au vu du positionnement de la monoplace de Stroll. Quand je regardais le Grand Prix, je me disais que c'était bien qu'il y ait une safety car, parce qu'il y a un risque de suraccident, on est quand même sur un circuit qui est dangereux, mais en même temps, le virage où est positionné Stroll, il y a énormément de dégagement, et l'Aston Martin est pour le coup déjà derrière les barrières. Je suppose que la FIA pensait de la même manière, car au vu de la situation, une virtual safety car aurait largement suffi, parce que l'intervention était minime dans ce cas-là. On aurait été 10 ans en arrière, il y aurait eu juste un drapeau jaune, et hop, ni vu ni connu, Stroll n'aurait été qu'un souvenir dans cette course. Son arrêt ne sera pas qu'un souvenir, puisqu'elle permet à toutes les voitures de tête de s'arrêter en même temps, dont un certain Max Verstappen qui lui permet de bypasser les Ferrari. Et là, de nouveau un problème de communication pour l'ingénieur de Charles, qui lui annonce après être sorti des stands et que Charles doit pousser pour éviter qu'Hamilton ne le dépasse. Après la safety car, ça s'effondre complètement pour les Ferrari, les gommes dures ne leur permettent absolument pas d'exprimer tout le potentiel de performance de la Ferrari SF23, le rythme de course n'était absolument pas là, ce qui fait que Charles et Sainz vont rester à peu près aux mêmes positions, après qu'Hamilton ait réussi à dépasser Sainz, Sainz qui était en gomme dure, Hamilton en gomme médium, Hamilton le décroise et hop, c'était terminé pour Sainz. Alors Ferrari doit clairement travailler sa relation châssis-pneumatique qui jusqu'à présent n'est pas une collaboration véritablement fructueuse. Le gros du travail va donc être sur le développement de la monoplace au cours de saison et sur sa capacité à déployer tout le potentiel, non seulement en qualification, mais aussi tout au long du week-end, parce que c'est toujours que le dimanche qu'on gagne des points. Étonnamment et en même temps non, bien ça relègue Ferrari à la 4ème force du plateau, derrière Aston Martin et Mercedes, quand pourtant leur objectif c'est d'être au contact de Red Bull et d'aller jouer le championnat.
Aston Martin est vraiment l'écurie qui a le plus step-up comparé à l'année dernière, ça a de quoi forcer le respect et ça fait grincer des dents, notamment chez Mercedes. Alors pour le coup, Helmut Marko et Sergio Pérez ont dit que c'était une troisième Red Bull, mais elle n'en a rien à voir en fait. Déjà, c'est un moteur Mercedes, boîte de vitesse Mercedes, les suspensions sont à l'opposé de Red Bull. Alors certes, elle tire peut-être des inspirations de la RB18, mais en fait elle tire des inspirations de toutes les voitures du plateau, en l'occurrence de Ferrari et de Mercedes. Elle est un condensé du meilleur de chacune des écuries, allant du moteur jusqu'à l'aérodynamisme. Non, on n'est pas au niveau d'Adrian Newey. La preuve étant, Alonso confirme avec une P3 au cours des qualifications, qui devient du coup une P2 avec la pénalité de Charles Leclerc. Il est en première ligne avec une Aston Martin. Et quel départ on a eu de la part du double champion du monde. Pérez n'a absolument pas réussi à contenir le taureau des Asturies, et qui a très bien réussi à tenir le rythme en début de course. Bien qu'il n'y ait qu'une seule Aston Martin qui ait réussi à atteindre l'arrivée, ça montre quand même que l'écurie britannique est bien la deuxième force du plateau, bien qu'en bataille avec Ferrari et Mercedes, mais quand même elle est la seule capable d'aller chercher Red Bull en ce début de saison, en particulier Fernando. Alors avec cette performance, on va bien sûr parler de la pénalité d'Alonso, ce qui était incroyable. Comme au cours du dernier Grand Prix avec Esteban Ocon, Fernando Alonso était mal positionné sur la grille de départ et il doit donc observer 5 secondes de pénalité lors de son passage au stand. Là-dessus, ok, la FIA essaye d'être constante dans ses décisions, c'est important de le noter, parce que ça permet d'être raccord avec ce qui s'était passé avec Esteban Ocon au dernier Grand Prix. La FIA a d'ailleurs confirmé qu'elle était intransigeante sur le positionnement sur la grille de départ, mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop exigeant. Je veux bien qu'une voiture soit au-delà de la limite jaune et qu'on considère du coup qu'elle a gagné un avantage sur la grille de départ, mais de là à dire qu'elle a gagné un avantage en étant plus à gauche ou plus à droite, en restant bien sûr dans la limite du raisonnable, voilà, c'est sûrement trop. Si on suit le raisonnement de la FIA, on pourrait très bien dire alors que Stroll n'était pas bien positionné également, que Valtteri Bottas ne l'était pas non plus, ou encore Charles Leclerc. Il doit donc bien y avoir une limite de décalage, mais combien de centimètres c'est? Quelle est la limite? Et ben ça, c'est la FIA de nous éclairer là-dessus. En tout cas, le positionnement semble clairement plus délicat cette saison, parce que c'est déjà le deuxième Grand Prix et une deuxième pénalité de ce genre. Je veux bien que ce soit la taille des roues avec les 18 pouces qui sont assez imposants, plus la taille des rétroviseurs dorénavant, qui semble limiter le champ de vision, mais bon, là ça montre quand même qu'il y a un problème. Alors Alonso reçoit 5 secondes de pénalité, il le reçoit très bien, il n'argumente pas du tout à la radio, et décide de l'effectuer lors de son passage au stand sous safety car, que le team effectue en intégralité. Sauf que, et c'est là où se trouve toute la subtilité, il y a en réalité le mécano qui a pour rôle de soulever la voiture à l'arrière, qui vient engager son lève-vide au début de la pénalité sur la crash box, afin de soulever la monoplace après, ce qui résulte alors en un contact avec la voiture. Il y a en plus un autre mécano qui est censé tenir la voiture au moment où l'arrêt est en train de s'effectuer, qui aurait touché la monoplace au même moment. Et c'est là qu'arrive le bordel que la FIA s'est créée toute seule. La course se termine et c'est 20 minutes après que le drapeau à damier ait été brandi, soit 1 heure après que la pénalité ait été observée, que les stewards décident de vérifier car ils ont un doute. Ils décident donc de lui adresser 10 secondes de pénalité, lui retirant sa 3ème place qu'il vient tout juste de célébrer, et l'offrant alors à George Russell. Alors on dit que Mercedes aurait poussé la FIA à vérifier la pénalité d'Alonso, permettant d'atteindre le podium pour Russell. Et c'est normal, on se souvient par exemple de Max l'année dernière qui au cours de course n'arrêtait pas de rapporter les moindres infractions possibles à l'égard de Charles Leclerc afin de lui donner une éventuelle pénalité. C'est un sport où les pilotes et les équipes de Formule 1 sont champions olympiques depuis longtemps. Je pense aussi que si une équipe a dû pousser, ça doit être forcément Alpine de manière à ce que ce soit juste envers Esteban Ocon après ce qui s'est passé à Bahreïn. Alors la FIA déclare 10 secondes de pénalité à Alonso, mais c'est normal, Aston Martin fait tout de suite appel, et avec des arguments solides. Le premier argument est qu'ils ont démontré qu'à plusieurs reprises, la FIA n'avait pas donné de pénalité supplémentaire lorsque le lève-vite avait déjà été engagé sur une voiture au cours de l'observation d'une pénalité par une monoplace. Déjà, ça la fout mal. En même temps, on l'a littéralement vu en direct sur tous les écrans, donc la FIA a forcément dû le voir en même temps que nous. Tout cela pour donner une fausse joie à Mercedes, un podium qui n'en est pas un mais qui en redevient un pour Alonso, qui est célébré, puis perdu, puis recélébré pour son 100e podium de sa carrière, se rajoutant alors à la liste des pilotes qui ont dépassé la barre symbolique des 100 podiums en Formule 1. Je ne sais pas comment la FIA fait pour se mettre dans des histoires pareilles, mais après toutes ces années avec tout ce qu'il s'est passé, c'est à croire qu'ils le font exprès. En plus, c'est pas faute de se donner les outils pour éviter que ça n'arrive. Donc là, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ils sont vraiment forts. Petite parenthèse, ce week-end, j'ai la chance d'organiser l'événement Spin Driver qui aura lieu sur ma chaîne Twitch. C'est un événement qui se déroulera chez Sim Driver, le nouveau centre de simulateurs immersifs à Paris. Il y aura 5 streamers qui affronteront des viewers au cours d'un championnat sur F1 22 et il y aura des cadeaux à gagner sur le live, dont des sessions chez Sim Driver, mais aussi des lunettes Gunnar qui est partenaire de l'événement. Ce sera ce dimanche à 20h30 en direct sur Twitch et j'aurai l'honneur de commenter les courses en plateau avec Karmar.
On va clôturer le top 3 en parlant de Red Bull, qui ne fait que confirmer sa suprématie lors de ce deuxième Grand Prix de la saison. C'est un deuxième doublé pour l'équipe de Milton Keynes, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009 avec Mark Webber et Sebastian Vettel. Le week-end ne s'annonçait pas forcément idéal, puisque Max Verstappen ne se sentait pas bien au niveau de l'estomac et était obligé d'arriver le vendredi matin. Ça ne l'a quand même pas empêché d'arriver et de mettre littéralement meilleur temps sur meilleur temps au cours des essais libres. Mais cette performance a bien évidemment un revers de médaille qui est la fiabilité. C'est normal, plus on en demande au moteur, plus il a de risques de casser. Mais les ingénieurs Honda ont fait un travail phénoménal depuis l'année dernière pour s'assurer qu'aucune casse moteur n'arrive. Et pourtant, c'est l'arbre de transmission qui fait défaut ici en Q2 pour Max Verstappen, qui le contraint donc à l'abandon et donc de partir P15. Les ingénieurs de Red Bull ont donc essayé de changer la boîte de vitesse aussi rapidement que possible afin que Max puisse faire un temps, mais malheureusement, par manque de temps justement, ils n'ont pas réussi. Je précise, il s'agit de leur deuxième changement, soit donc leur troisième boîte de vitesse, et au cours d'une saison, vous avez le droit d'en utiliser que 4. Donc attention à la fiabilité pour Red Bull sur cette pièce-là en particulier. Ce mauvais sort de la fiabilité est contrasté bien évidemment avec la pole de Sergio Pérez qui confirme qu'il aime particulièrement les circuits urbains. Le départ arrive et Sergio se fait complètement submerger par le départ d'Alonso. Ça c'est un point où vraiment le Mexicain va devoir travailler parce que ça devient problématique. Mais une fois que la Red Bull était lancée, eh bien il a fait le travail, il a suivi Alonso, il a réussi à le dépasser au DRS, et c'est vrai que la vitesse de pointe de la Red Bull l'a particulièrement aidé. Du côté de Max, il était littéralement sur un rythme de sénateur, comme disait Franck Montagny. J'étais littéralement déconcerté par la facilité des dépassements qu'il a opérés, à attendre le DRS et puis surtout à y aller doucement en sortie de virage, à ne pas forcer sur les gommes ni à ne pas forcer sur le moteur, en tout cas en début de Grand Prix, mais c'était déconcertant de facilité. Alors il remonte parfaitement de la P15 jusqu'à la P4 avant la safety car, qui lui permet de ressortir en excellente position avec de nouvelles gommes. Il est alors sur les mêmes gommes que Russell qui est juste devant lui, et juste avant le dernier virage, avant la zone de détection, il décide de dépasser Russell. Russell a donc le DRS, et malgré tout, malgré le DRS et l'aspiration, la Mercedes ne se montre pas une seule fois menaçante face à la Red Bull avec sa vitesse de pointe. C'était impressionnant. Max, lui, de son côté, il n'a pas d'air clair, il n'a pas de DRS, et pourtant la Mercedes ne se rapproche absolument pas. Max dépasse alors Alonso et se retrouve en deuxième position, et on sent qu'il va y avoir une bataille entre les deux coéquipiers éventuellement. Sauf qu'à ce moment-là, vient planer le doute de la fiabilité de nouveau. Max vient se plaindre de bruits bizarres à haute vitesse, et il semblerait que ce soit l'arbre de transmission qui fasse défaut de nouveau. Mais c'est pas ça qui l'empêche d'envoyer malgré tout, hein. Il continue d'envoyer, il a pas de problème pour lui. Il tourne à un rythme très soutenu en 32.6, et Red Bull demande alors à Pérez de tourner en 33.0. La réponse de Pérez est de demander si Max fait la même chose, et au final ils lui disent que non, il tourne en 32.6. Et Pérez dit « mais alors pourquoi vous me demandez à moi ?» La radio suivante nous montre que Pérez demande s'il est possible d'attaquer, et que oui, en effet, ils sont libres d'attaquer complètement. Nous, en tant que spectateurs, on se dit que Red Bull demande à Pérez de ralentir, de baisser son rythme, afin que Verstappen les rattrape et qu'il puisse aller chercher la victoire. Mais la réalité est en fait tout autre, elle est pas aussi facile. Je me permets de reprendre l'excellent thread de Shiranoui sur Twitter qui vous explique tout ce qui s'est passé en détail, vous avez le lien en description. Alors Max va se plaindre de ces bruits bizarres au tour 35, avec l'arbre de transmission qui semble causer problème, et au même moment, Sergio Pérez vient signaler exactement le même problème. De notre côté, on n'a vu que la radio de Max apparaître à la diffusion internationale. Et c'est là qu'on n'a pas eu la globalité de l'échange. Max a été demandé de tourner en 33.0 pendant littéralement 3 tours d'affilée par son ingénieur, et du côté de Max, c'était silence radio. On a demandé la même chose à Pérez au tour 41 de tourner en 33.0, et c'est là qu'on a vu cette radio apparaître sur le flux international en demandant si Max faisait exactement la même chose. L'objectif ici était clairement d'alléger la charge sur le moteur dans un souci de fiabilité. Avec l'attaque permanente de Verstappen, Pérez pose à juste titre la question de pourquoi pousser aussi fort au vu de l'avance qu'ils ont d'ores et déjà, et que le doublé est déjà très bien en train de se profiler. Il insiste à la radio en disant qu'il n'y a aucunement le besoin de pousser autant et que ça en devient même contre-productif pour le dire gentiment. Entre-temps, l'ingénieur de Max, lui, il lui continue de dire de tourner en 33.0, mais Max, c'est silence radio. Et c'est là où la réalisation internationale a omis de nous montrer cela. Alors certes, il y avait beaucoup de choses à montrer, mais c'était crucial pour qu'on comprenne que l'échange portait finalement sur la fiabilité, sur le fait d'aller au bout du Grand Prix, alors que l'arbre de transmission ne demandait qu'une seule chose, c'était de casser, plutôt que de faire gagner Max absolument. Malgré les demandes, les deux pilotes tournent toujours au même rythme, et c'est à 5 tours de la fin que Verstappen s'est mis en quête du point du meilleur tour, bien que son ingénieur lui ait dit que c'était pas du tout le truc à se soucier dorénavant, sachant qu'en plus c'était son coéquipier qui l'avait déjà. Il fait alors un silence radio de nouveau, il baisse son rythme pour très certainement recharger sa batterie à bloc, et dans le dernier tour, il a tout lâché, il a lâché tous les chevaux possibles pour aller chercher le meilleur tour. Pérez a aussi tenté d'améliorer, mais sans succès, je pense qu'il savait aussi que Max était en quête de ce point.
Ce qui est à retenir ici, c'est le choix de la réalisation internationale de ne pas plus nous préciser l'échange, nous donnant l'impression que Red Bull veut inverser les positions et augmentant encore plus les dramas entre les deux pilotes. Mais ce que je retiens surtout, c'est la non-écoute de Verstappen vis-à-vis de son écurie et la quête absolue de la victoire dans un premier temps. Et quand il a compris qu'il ne pourrait pas aller chercher cette victoire, eh bien il s'est mis en quête du point du meilleur tour. Personnellement, ça m'a tout de suite fait penser à 2021 où chaque point comptait pour le championnat. Mais là, on n'est qu'au deuxième Grand Prix de la saison. C'est justement parce que Max sait que son concurrent direct pour le championnat, eh bien c'est son coéquipier, à qui c'est la meilleure chance d'être titré champion cette année. On l'a vu, Max n'était mais alors pas du tout satisfait de la deuxième place, alors que le mec il a remonté 13 places depuis le début de la course. On a déjà la bataille qui se profile pour le championnat entre les deux pilotes Red Bull, façon Lewis Hamilton, Nico Rosberg en 2016, et la question de qui arrivera à tirer parti de la malchance de l'autre. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette action de Max? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Du côté du milieu du peloton, c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus, si ce n'est la Haas de Kevin Magnussen, en bataille depuis la safety car, avec Yuki Tsunoda pour le point de la 10e place. Ça fait grandement plaisir de voir une bataille comme ça se faire entre les deux pilotes, d'autant plus de voir Yuki Tsunoda aussi bien performer alors que la voiture n'a pas une grande performance. Il est devant Nyck de Vries, qu'on attendait pourtant être en position de numéro 1 depuis le départ de Pierre Gasly, mais qui ici était en grande difficulté. Alors pour sa défense, c'était un tracé qu'il découvrait entièrement, et en plus il n'avait pas eu la possibilité de rouler en essai libre 3 avec sa voiture, puisqu'il y avait un problème dessus. C'est donc clairement le manque d'expérience qui a parlé pour le rookie d'AlphaTauri, là où Yuki s'est complètement démené pour aller chercher ce point de la 10e place, mais qui malheureusement termine de nouveau à la porte des points à la 11e place. Cela fait plus que mal, et on l'a vu pour le pilote japonais, parce que l'AlphaTauri semble vraiment être en difficulté pour aller chercher les points à la régulière cette saison, là où la Haas a quand même un peu plus de facilité. Il tarde donc à Yuki Tsunoda et AlphaTauri d'aller chercher les points, puisqu'ils sont les seuls pour le moment avec McLaren à ne pas avoir du tout rentré de points depuis le début de saison. Du côté de McLaren, ce n'était malheureusement pas du tout leur Grand Prix, avec dès le virage 2, un contact entre Oscar Piastri et Pierre Gasly, qui du coup cause des dommages à l'aileron avant de la monoplace. Il est obligé de s'arrêter, et en plus Norris récupère les débris de son coéquipier, et il est obligé de s'arrêter un tour après. Il faut quand même noter la première Q3 de la part de Oscar Piastri en qualification, ce qui montre que la McLaren possède un potentiel, et qu'il n'y a peut-être pas tout à jeter, et c'était l'occasion parfaite pour le démontrer, mais c'est une occasion manquée pour l'écurie britannique. Piastri réalise quand même le record du plus long relais avec les gommes dures au cours de ce Grand Prix, et il semblait avoir du rythme parce qu'il a réussi à dépasser Logan Sargent sur la fin, possiblement grâce au package aéro que McLaren a pu amener à Jeddah. Va quand même falloir vite se reprendre pour les oranges, parce que sinon ça va être une saison de souffrance, et j'espère que Melbourne sera leur chance. Alors que peut-on attendre de Melbourne dans 2 semaines? Déjà, on sait que le circuit s'est vu ajouter une 4e zone de DRS définitive, comme ça avait été testé l'an dernier au cours des essais libres, et puis finalement supprimé. Là, c'est confirmé, les pilotes pourront ouvrir pour la première fois 4 fois leur aileron arrière au cours d'un Grand Prix, leur permettant d'atteindre une vitesse de pointe bien plus élevée qu'auparavant. Il n'est pas impossible que l'on voit le record du tour détenu par Charles Leclerc être détrôné à ce moment-là. La Red Bull devrait être en excellente forme puisqu'on sait que son atout, c'est la vitesse de pointe, là où Ferrari va devoir réagir afin d'être compétitive si elle veut ramener de gros points. Du côté de Mercedes, on attend les prochaines améliorations, puisqu'on sait qu'ils planchent sur un changement de concept, les choix de l'écurie étant trop conservateurs. À voir quand est-ce que ça arrivera, mais je pense que l'objectif pour Melbourne va être de maximiser les points autant que possible et de tenir la cadence face à Ferrari. Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour le soutien, on va bientôt atteindre les 2000 follow sur YouTube, on a dépassé les 1000 sur Instagram, on est un peu plus de 9000 sur TikTok, et on a atteint les 5300 follow sur Twitch, donc vraiment un immense merci pour votre soutien. Voilà, c'était le débrief du Grand Prix de Jeddah pour Trackwalk, j'espère que vous aurez apprécié ce second épisode. En attendant, on se retrouve ce soir en live sur Twitch pour échanger ensemble sur tout cela, sur ce que vous aussi vous avez retenu, et également dimanche soir à partir de 20h30 pour l'événement Spin Driver. Merci à vous d'avoir suivi, on se retrouve dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Melbourne, qui risque d'être très matinal. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.